développer ensemble ce soir a été intitulé « Le jeu, une affaire sérieuse ». Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est à la limite de demander à chacune et à chacun d'entre vous, d'après lui, de quoi je vais parler ce soir. Je pense qu'on risque d'avoir pas mal de réponses, puisque moi-même, j'ai vu l'affiche, j'ai vu le titre, je me suis dit de quoi on parle, du jeu, du poker, du jeu chez les enfants. Comme vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles. On va essayer quand même de lier les deux parce que bien sûr, ces deux notions sont intimement liées. Donc on va tout d'abord, si vous le voulez bien, rentrer dans la notion du jeu de manière générale, l'enfant qui joue depuis son plus jeune âge, et puis on va pénétrer par la suite une autre problématique qui est celle du jeu, et avec celle que l'on retrouve chez les adultes, c'est vrai, mais on va parler sans doute aujourd'hui des adolescents, des préadolescents. On commence tout d'abord sur l'idée du jeu. Pourquoi le jeu, à quoi il représente, qu'est-ce qu'il représente, quelle est sa valeur. Et on va regarder un petit peu nos textes. Il y a un texte de la Gemara, du Talmud, qui nous dit la chose suivante, qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, eh bien, on ne lui apprend pas. On ne lui apprend pas, on le laisse jouer. Et les maîtres du Talmud nous disent que lorsqu'il atteint l'âge de 6 ou 7 ans, le firhourpe, c'est-à-dire suivant son développement, est à la fois intellectuel et physique. C'est intéressant de voir qu'on précise que l'on parle des deux développements, il y a à la fois de son développement intellectuel et physique. À ce moment-là, on met en place un processus dans lequel il va devoir véritablement rentrer dans l'apprentissage du savoir. Ce qui reviendrait à dire donc que la première partie de la vie de l'enfant, eh bien, si elle n'est pas consacrée à l'apprentissage du savoir, elle est bien entendu consacrée à autre chose, et cette autre chose va être la notion du jeu. Alors, pourquoi est-ce que, dans une tradition dans laquelle pour nous la notion de la connaissance est fondamentale, dans laquelle on aime bien faire en telle sorte que nos enfants connaissent de plus en plus vite, de plus en plus tôt, comment se fait-il que justement les Chachamim nous ont dit que, eh bien, jusqu'à 6-7 ans, suivant son équilibre et sa capacité à la fois acquérir des connaissances et en même temps son développement physique, on n'est pas dans l'apprentissage des connaissances. Pour comprendre cette idée-là, je voudrais reprendre une notion qui est fondamentale, qui est celle que l'on appelle les étapes. Il y a un texte de la Mishnah qui nous parle des différentes étapes que va passer l'individu dans son existence. 5 ans, 10 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on voit que les Chachamim considèrent que ce qui structure l'individu, c'est d'avoir conscience qu'il passe des étapes et donc ne pas chercher à vivre et à faire des choses alors que ce n'est pas le bon moment pour lui. Cette idée, on la retrouve entre autres avec notre matriarche Sarah, à propos duquel la Torah nous dit que Sarah, lorsqu'elle va mourir, elle est âgée de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ce qui est curieux, puisqu'a priori, on aurait très bien pu dire qu'elle avait 127 ans, ça va plus vite, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors si vous regardez le texte, on vient de le lire récemment, Vayu Chaye Sarah, Me'ashana Esrim Shana Vesheva Shanim, la vie de Sarah fut de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et nos maîtres expliquaient qu'en vérité, la particularité de Sarah, c'était quoi? C'est celle d'avoir une vie totalement remplie, parce qu'elle a su respecter les étapes. Elle a à la fois compris qu'il y avait une étape d'existence qui s'appelait 100 ans, l'âge adulte, l'âge de 20 ans qui est celui de la jeunesse, et l'âge de 5 ans qui symbolise l'âge de l'enfance. Et ce qui va la structurer, c'est le fait qu'elle a vécu pleinement chacune de ces étapes. Donc, le jeu est une période de vie qui est fondamentale pour l'enfant, et il ne faut surtout pas la lui ôter. Alors, pourquoi un enfant joue? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'enfant commence à grandir, eh bien, pour lui, le jeu va, et je ne vais pas vous donner un cours de psychologie, parce que pour ça, il y a énormément de livres qui peuvent vous le décrire de manière très claire, le jeu va être un élément qui va le structurer. Il va apprendre, en effet, à faire ses premiers apprentissages, mais surtout, et c'est là où ça m'intéresse, l'enfant va apprendre à réaliser un certain nombre de choses, et ces choses-là vont lui donner du plaisir, non pas parce qu'elles amènent quelque chose de nouveau, mais à travers l'acte lui-même qu'il va faire. Et là, il y a une idée extrêmement profonde, qui est le fait que
on voit que la Torah est appelée aussi un jeu. On dit que la Torah c'est Sha'ashua. Sha'ashua, c'est le terme qui désigne quelque chose qui est un jeu, quelque chose avec lequel on joue. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est un jeu? C'est curieux. A priori, la Torah c'est quelque chose que l'individu va acquérir au niveau d'un savoir. Et l'idée ici est très simple. Le jeu est quelque chose qui donne du plaisir parce que je le fais, parce que je suis en train de le réaliser, et en tant que tel, il est générateur de plaisir. Merci beaucoup. Ça, c'est en effet la définition de la Torah. La Torah peut apporter du plaisir à l'individu juste à travers son étude, sans que nécessairement elle ait produit quelque chose. Et lorsque nos maîtres comparent la Torah à un jeu, ils veulent nous apprendre quelque chose de très simple, c'est que le jeu, ça va être pour l'enfant l'expérience d'un plaisir qui n'est pas lié à une réalisation de quelque chose de concret, mais tout simplement la conscience qu'il est en train de mettre en œuvre un certain nombre de compétences qui ne produiront rien, mais qui lui permettent à lui de prendre conscience qu'il les possède. Lorsque quelqu'un étudie, et que son étude n'amène pas à quelque chose qui est du domaine du concret dans l'immédiat, c'est-à-dire il n'a pas une nouvelle pratique, il n'a pas un nouveau savoir qu'il va pouvoir exploiter, alors d'où vient le plaisir lié à l'acquisition de cette connaissance? C'est parce que tout simplement, il est dans quelque chose qui lui a révélé qu'il pouvait appréhender des nouvelles notions, qu'il avait des capacités, et c'est ça au fond qui va lui donner du plaisir. L'enfant, à travers le jeu, va devoir vivre la notion du plaisir, non pas parce qu'il réalise et il crée quelque chose, mais parce qu'il prend conscience à travers l'acte du jeu qu'il possède des compétences, qu'il possède des capacités, et c'est ça au fond qui va être l'élément structurant. Traduit différemment, lorsque l'on regarde le rapport que l'enfant va avoir au jeu, il faut voir derrière cela la nécessité qu'il a, et qu'à terme nous aurons nous aussi en tant qu'adultes, de prendre conscience d'un certain nombre de capacités que nous avons, et que cette conscience ne passe pas à travers des obligations de réalisation. Ce n'est pas parce que je me dois de réaliser que je vais maintenant explorer les compétences que j'ai pour pouvoir réaliser. Et alors, pourquoi? Quelle est la différence? La différence, elle est capitale. Lorsque j'ai besoin de prendre conscience des compétences que je possède pour pouvoir réaliser quelque chose de concret, alors j'apprends à découvrir mes compétences que par rapport à une nécessité de réalisation. Lorsque je ne suis plus dans une nécessité de réalisation, l'idée de prendre conscience que j'ai des compétences et des capacités s'arrête chez moi. Lorsque l'idée même de découvrir les compétences que l'on a, non pas juste à travers la réalisation que l'on va avoir, mais parce que tout simplement on en prend conscience en tant que tel, est quelque chose qui donc perdurera pendant toute l'existence et permettra à l'individu, peut-être, de par cette conscience nouvelle qu'il a de ses compétences, d'avoir envie dans un second temps de mettre en place des réalisations. Est-ce que ce sont les obligations de réaliser qui nous amènent à découvrir les compétences que l'on a par rapport à la nécessité de réaliser? Ou est-ce que nous sommes dans des processus dans lesquels nous prenons conscience de toutes les compétences, de toutes les capacités que nous avons, qui par la suite vont amener à une question, puisque je les possède, qu'est-ce que je peux faire avec? Et c'est deux directions radicalement différentes dans la structuration de l'enfant. Aujourd'hui, les enfants, et vous constaterez que les jeux qu'on leur propose sont souvent des jeux dans lesquels il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait un résultat, soit ce sont des jeux de groupe de société dans lesquels il va y avoir un enjeu via les autres, ou alors il faut réaliser quelque chose. Il faut construire, il faut faire en telle sorte que nous soyons satisfaits, nous parents, de cet enfant qui a montré qu'il était capable de. Pour la Torah, c'est pas du tout ça le jeu. Pour la Torah, le jeu, c'est quoi? C'est laisser l'enfant jouer. C'est-à-dire le laisser faire ce qu'il a envie, et au fur et à mesure, il en arrive à être dans la découverte. Ça va être donc le premier point.
Et c'est vrai que pour nous parents, qui avons souvent envie que nos enfants fassent des choses de manière concrète, parce que ça va nous satisfaire, voire même ça va nous rassurer, ce qui est important, c'est de ne pas créer chez l'enfant une direction dans la manière dont il va jouer, mais le laisser jouer de la manière dont lui comprend les choses. Arrêtons de les obliger à respecter dès le début les règles. Arrêtons de leur dire il fallait mettre le vert et le jaune et le rouge, et comme ça tu as ceci, tu as ceci, tu as cela. C'est complètement ridicule. Ça nous rassure, parce que comme il y a marqué sur la boîte combien d'enfants de 8 ans, le nôtre bien sûr il n'a que 4 ans, ce qui transforme un enfant moyen en un génie, c'est une mère juive, n'est-ce pas? Donc, acheter bien sûr le jeu qui est. Donc, on a besoin de se sentir assuré qu'il a un certain nombre de capacités, puisqu'il peut réaliser ce qui a été dit sur la boîte. Et c'est intéressant, observez, moi cette année, j'ai regardé un petit peu, parce que bon, maintenant tous les catalogues arrivent, observez un petit peu ce qui est présent dans les catalogues. Soit les jeux sont des systèmes d'identification sur des héros, j'avais envie de dire des héros, d'accord? Donc, soit ce sont des identifications, donc les personnages complètement absolument fantasmagoriques que l'enfant va voir, eh bien il va les retrouver en modèle plus ou moins réduit, et donc il va se projeter à l'intérieur d'eux en les faisant bouger. Donc il y a pour lui en effet une forme de projection de quelque chose qui est du domaine du fantasme à travers le fait qu'il possède la chose. Donc au fond, c'est sa manière à lui de s'extraire parfois de sa dimension quotidienne pour s'imaginer qu'il est. À mon sens, ça n'a pas de raison d'être. Pas de raison que l'enfant ait besoin de se projeter dans des images qui sont d'ailleurs au fond complètement fantasmagoriques pour pouvoir se sentir bien. Ou alors, ce sont des choses dans lesquelles il doit réaliser, des choses dans lesquelles il doit construire, des choses dans lesquelles il doit y avoir des résultats. Et vous verrez d'ailleurs, de manière impressionnante, que la partie la plus importante de la notice, ça va être de savoir si c'est livré avec ou sans les piles. C'est-à-dire qu'il va y avoir chaque fois un auxiliaire qui permettra en effet, non pas à l'enfant de jouer avec, mais de recevoir ce que ce jeu est censé lui apporter comme satisfaction en actionnant les processus que d'autres ont mis à l'intérieur de lui. Regardez même au rayon des poupées. En dehors de rares poupées qui ni ne dorment, ni ne ferment les yeux, ni ne disent maman, etc. et tout, il faut que tout ça, donc c'est une affaire de boutons, c'est une affaire de... Et quelque part, eh bien, on limite l'enfant dans la capacité lui-même de développer quelque chose qui lui appartient à travers justement l'objet qui est le jouet, ou le jeu dans lequel il va laisser libre cours à son imaginaire, et surtout, il va développer des compétences, parce que tout simplement, il va apprendre à faire, transformer, faire, etc. et tout. Ça va être déjà le premier point. Au passage, si vous regardez à la base, les jeux, c'était quoi? Les jeux étaient essentiellement être en contact avec la matière et la transformer. Les enfants prenaient des allumettes, prenaient du bois, prennent de la terre, prennent d'autres choses, transforment et font de la matière quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont créateurs. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus créateur. L'enfant reçoit. L'enfant reçoit quelque chose et sa part de création, elle est définie par des règles extrêmement précises, voire même, comme aujourd'hui on est dans des objets relativement sophistiqués, quel que soit leur âge, s'il n'a pas suivi exactement la règle, eh bien il n'y aura pas de résultat. Et si l'enfant arrive et dit « ça me plaît tel quel », nous les parents ça ne nous plaira pas parce qu'il n'a pas été capable de faire ce que la boîte attendait de lui. Donc l'idée, la première idée au niveau de l'enfant, c'est que le jeu, c'est un élément qui le structure, le jeu c'est le lieu de l'imaginaire, le lieu c'est l'endroit dans lequel l'enfant découvre ses compétences, le jeu, ça va être justement l'absence de règles imposées et la découverte par l'enfant des propres règles qu'il a envie de se mettre par rapport à son monde à lui. Et ça, c'est jusqu'à 6-7 ans. C'est-à-dire qu'avant, ça ne sert à rien de le faire sortir de cet univers. L'enfant a envie d'apprendre, il a envie de savoir, c'est-à-dire pour lui, il y a une notion de plaisir liée à l'apprentissage. Apprends-lui à lire, il n'y a aucun problème. Mais l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage dans lequel on va commencer de manière structurée à l'obliger à se poser pour apprendre, ne peut pas commencer avant 6-7 ans. Ça va être beaucoup plus sous une forme ludique, ça va être beaucoup plus sous une forme dans laquelle l'enfant ne se sent pas enfermé, mais au contraire, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est proposé. Ça va être déjà
le premier point. Alors bien sûr, le jeu, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un lieu de rencontre entre nous et nos enfants. Et là, je crois que c'est un point sur lequel je voudrais un petit peu insister. L'enfant, c'est vrai qu'il fait son univers. Il est avec le jeu, il crée, il manipule, il met en place, il est dans son monde, il est dans son imaginaire et c'est fort bien. Il en a besoin. Il découvre ses compétences, il découvre ses capacités, il réalise qu'il est capable d'eux, et donc ça lui donnera envie par la suite de pouvoir utiliser ses compétences et ses capacités dans d'autres domaines, et ça j'insiste beaucoup là-dessus. Maintenant, nous en tant que parents, nous sommes avec le jeu dans une possibilité extraordinaire de créer un contact différent avec l'enfant. Je m'explique. La relation parent-enfant, nous le savons, elle est verticale et elle est horizontale, et c'est comme ça qu'elle se doit être pour que l'enfant soit structuré. Ça, c'est un point fondamental de ce qui équilibre l'enfant. Maintenant, il va bien falloir que l'enfant, à un moment, se retrouve dans une relation horizontale avec ses parents dans des moments précis. C'est-à-dire qu'il y ait ce contact en face à face, et celui-là va passer via le moment du jeu. Jouer avec les enfants, c'est tout simplement pouvoir à un moment, dans un cadre défini, leur donner l'illusion qu'ils sont dans un face-à-face pour pouvoir mieux vivre par la suite la relation verticale qui est la nôtre. Ils sont en face-à-face, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, ils peuvent nous faire perdre, ils peuvent nous apprendre quelque chose, ils peuvent nous dire « mais non, t'as pas compris, c'est comme ça qu'il faut faire ». Ils nous amènent dans leur univers, ils nous font pénétrer dans leur univers, et donc à ce moment-là, ils ont l'impression de représenter quelque chose d'important par rapport à nous, et c'est ce qui leur permet par la suite de mieux vivre les moments dans lesquels justement la relation elle est verticale, c'est nous qui sommes importants par rapport à eux. Qu'est-ce qui montre un enfant que sa parole ou son attitude ou ce qu'il est a du poids? C'est quand on est en train de jouer avec lui. Bien sûr, quand l'enfant raconte une histoire, quand l'enfant fait un certain nombre de choses, on va valoriser. Clair, c'est fondamental. Mais en dehors de ça, l'endroit du jeu, c'est l'endroit dans lequel l'enfant va lui changer, transformer la relation. C'est lui qui me dit, c'est lui qui m'explique, c'est lui qui me montre. Et regardez comment ils sont contents, je t'ai gagné. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu dans lequel il a le droit, et c'est totalement toléré. Mais il sait que c'est le monde du jeu, donc ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas le principe même du rapport qu'il doit y avoir avec le parent, mais néanmoins, pour lui, c'est quelque chose d'important, ça le remplit. En dehors de ça, jouer avec l'enfant, c'est ce qui permet, pour certains parents qui ont un contact de parole difficile avec leur enfant, de réintroduire une parole avec eux. Pour certains parents, c'est comme ça, c'est pas simple de parler à leurs enfants, pour mille et une raisons. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que l'on n'arrive pas à avoir une parole avec l'enfant, qu'on n'arrive pas à avoir un véritable échange, si ce n'est une parole très technique? Comment est-ce qu'on fait? C'est très compliqué. Ça s'appelle parfois une grande souffrance. Parce qu'on voudrait, mais on n'y arrive pas. Utiliser le vecteur du jeu. Parce que dans le jeu, on n'est pas là en train de réfléchir à la parole que l'on doit dire. C'est le jeu qui génère la parole. C'est pas la même chose. Les parents, vous allez leur dire, il faut parler à vos enfants. Mais de quoi je leur parle? Ils ne savent pas. De quoi je pourrais leur parler? Et moi, je ne suis dans aucune forme de jugement, parce que bon, juger, c'est pas mon truc, mais pour mille et une raisons, c'est pas simple pour certains parents. Parce que d'abord, ils peuvent être peu loquaces dans leur nature, et puis parce que si eux-mêmes n'ont pas vécu l'expérience de parents qui leur ont parlé, ils ne sauront pas, eux, de quoi on peut parler avec un enfant. Alors comment on fait pour créer une parole? Ben, on l'a fait dans un cadre qui s'appelle le jeu. Où le jeu, c'est lui qui génère la nécessité de parole. J'ai gagné, qu'est-ce qu'il faut faire? Raconte, explique-moi, et il y a une parole qui se met en place. Et c'est intéressant parce que les enfants qui recherchent et qui demandent à leurs parents de jouer avec eux, c'est tout simplement la recherche à la fois d'une parole et en même temps d'être rassurés sur le type de relation qui existe. Que papa et maman, c'est pas juste cet être qui est au-dessus de nous et qui dirige et qui nous aime, c'est sûr, mais c'est aussi quelqu'un d'accessible. D'ailleurs, vous constaterez que qu'est-ce qui fait, je parle ici pour un enseignant, que la parole d'un enseignant peut avoir encore plus d'impact par rapport à ses élèves, c'est quand il a pris le temps de jouer avec eux. Parce que quand vous avez tapé dans 2 balles de foot avec vos élèves, pas trop parce que sinon après on a parfois l'archouma, hein, on n'est pas bon, mais qu'est-ce qui se passe? On a reposé la relation. Donc l'élève ne nous voit pas juste que dans cette posture au-dessus et lui en dessous. Il y a eu un moment à face.
il a eu le droit via le jeu de m'interpeller. Il a eu le droit via le jeu de me dire « Hé, arrête, fais ceci, ne fais pas cela ». Donc pour lui, il y a un lien qui se crée. Et c'est le souvenir de ce lien qui s'est créé qui lui permettra d'arriver encore mieux à entendre ma parole lorsque je me repositionnerai dans ma dimension verticale. Au passage, sachez que dans une famille, jouer avec un enfant, c'est ce qui permet par la suite de donner plus de parole, plus de poids à notre parole. Si vous voulez que votre parole ait plus de poids, jouez avec vos enfants. Parce que ça inscrit une relation qui met en place une proximité, qui fait qu'on accepte encore mieux par la suite la parole parentale qui n'est pas juste le symbole d'une forme d'autorité ou d'autoritarisme, mais bien plus la parole du parent qui se doit d'exister parce qu'il y a un parent et un enfant. Ça, c'est valable aussi bien pour le père que pour la mère. Je ne suis pas pour que papa et maman jouent ensemble avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, on aura tendance souvent soit à se mettre groupe parents face aux enfants. Si les enfants, parfois, dans des jeux collectifs, demandent à ce que les parents jouent, alors ils veulent se positionner groupe enfant par rapport au groupe parent. Mais dans les jeux comme ça, il faut que ce soit un des deux. Pourquoi? Parce que sinon, l'enfant a l'impression qu'il y a une forme d'emprise et qu'on est là à deux contre lui. C'est vrai que même si on est dans le jeu, mais c'est un peu trop compliqué. Que l'un joue, que l'autre joue. Les pères comme les mères. Je recommande beaucoup aux papas de jouer avec leurs enfants. On ne va peut-être pas le faire tous les soirs, parce que ça remplit l'enfant. C'est aussi un lieu dans lequel, physiquement, on se positionne différemment. Pourquoi? Parce que quand l'enfant joue, c'est généralement au sol, c'est pas sur une table, donc on se pose, on n'est plus dans cette dimension de supériorité physique et physiologique, parce que ben non, on mesure un peu plus que l'enfant, et donc il nous voit toujours comme ça, mais il nous voit aussi dans un face-à-face, et ça, pour lui, c'est super important. Justement, quand on joue avec l'enfant, couchons-nous, mettons-nous par terre, et c'est là où véritablement on rentre en lien avec lui. Il y a des papas pour qui c'est très compliqué de jouer, je le conçois, mais il faut savoir qu'ils font un bien fou à leur enfant. C'est-à-dire, au lieu parfois de leur donner 10 000 choses, prenez le temps de jouer avec eux, ça leur fait un bien fou, ça les remplit profondément. Ça, c'est quelque chose donc qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Bon. Maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc on a cette idée-là d'un jeu qui est structurant, d'un jeu qui permet de créer le lien, de ce jeu qui permet aussi à l'enfant de créer le contact avec celui ou celle avec qui parfois le lien est plus difficile. Ça, c'est celui donc que l'on va vivre au quotidien avec nos enfants. Maintenant, si vous le voulez, on va passer à autre chose. Souvent les parents disent, oui, mais mon enfant ne fait que jouer, il ne veut pas travailler. C'est des classiques. L'enfant veut jouer, il veut travailler. Il y a le passage de l'univers du jeu et de l'univers de l'obligatoire. L'univers du jeu à l'univers de l'obligatoire, il n'est pas simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que le jeu procure une satisfaction dans son acte. Alors que ce qui est obligatoire ne vous procure pas une satisfaction dans l'acte, mais que dans un résultat quantifiable et visible. Donc, comme on est tous à la recherche du plaisir, parce que le plaisir c'est un élément qui est fondamental pour notre équilibre, plaisir lié au savoir, plaisir lié à une parole, plaisir lié à une étude, plaisir lié à la consommation, plaisir. On ne va pas chercher a priori à vivre des choses qui ne nous donnent pas du plaisir. Le plaisir c'est quelque chose, c'est ce qu'Hachem nous demande. Il faut que la prière ça soit du plaisir, il faut que l'étude ça soit du plaisir, il faut que la consommation ça soit du plaisir, il faut qu'une rencontre ça soit du plaisir. C'est important. Donc l'enfant, lui, il est habitué à faire un geste qui est l'acte du jeu, donc il joue, et il a ce plaisir dans le geste, même pas dans ce qu'il a produit, comme on l'a vu. À l'image donc de cette étude de Torah qui procure à elle-même en tant que telle une dimension de plaisir. Et puis là, maintenant, on lui demande de passer dans un univers dans lequel l'acte lui-même ne procure pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est normé, il est cadré et il est obligatoire. Et le plaisir, il sera lié à un résultat, et encore le résultat, on ne le voit pas tout de suite. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant passe du jeu au travail? Eh bien, il faut tout simplement introduire la notion du plaisir dans le travail. Comment ça? À travers la valorisation de l'acte et non pas juste du résultat. C'est-à-dire que l'enfant, on est bien d'accord que, je ne sais pas quel est votre cas, moi j'adore les compliments. C'est très agréable. On est bien d'accord. Qui n'aime pas recevoir des compliments? Donc dans la mesure où on aime tous recevoir des compliments, on comprend bien que l'enfant aussi il adore recevoir des compliments. Et ça le remplit et ça lui donne de la joie. Donc, quand on se dit mais cet enfant joue et ne veut pas travailler, faites le test et rappelez-vous si quand il fait l'acte du travail,
vous le valorisez, vous lui dites bravo, c'est-à-dire il a cette dimension de plaisir. Ou est-ce que le plaisir, il ne l'aura que quand il va amener un résultat, que quand il va à un moment pouvoir dire voilà j'ai fini, c'est bien, etc. Non. Alors à nous d'inventer les mots à dire, à nous de savoir nous saisir de chaque effort que l'enfant va faire quand il se met au travail, pour qu'il sente qu'il a ce plaisir du compliment qui n'est pas juste lié au résultat. Qui n'est pas juste lié au résultat. Et je vais même aller plus loin. L'enfant, quand il est au GAN, il fait des dessins, il est très content. Pourquoi il a produit quelque chose? L'enfant, il apprend à lire. Attendez-moi, mais jusqu'à ce qu'il arrive à lire, il s'en passe du temps. On lui dit, t'apprends à lire. Il regarde dans les affiches, il ne comprend rien. Parce qu'il sait dire Abagadala Badagamana, super, Mazatov, et Tarlos, il ouvre la BD, il ne comprend rien. Donc c'est-à-dire qu'il est un petit peu comme dans un phénomène, comme dans la théorie de l'évolution, il n'y a pas de raison qu'il continue à apprendre puisqu'il ne voit pas l'intérêt de ce qu'il vient de faire. Je veux bien progresser dans la mesure où j'ai vu une avancée, mais lui ne voit pas l'avancée. Concrètement, il ne sait toujours pas lire la BD, il ne sait toujours pas lire le livre du grand frère, il ne sait toujours pas lire l'affiche. Donc pourquoi vous voulez qu'il ait envie de continuer? Ce qui va générer chez l'enfant l'envie de continuer, c'est quoi? C'est le fait que quand il a fait ça, eh bien ça procurait un plaisir. C'est quoi? Le plaisir du bravo, le plaisir de c'est super, le plaisir de qu'est-ce que je suis fier de toi, le plaisir que c'est génial, t'as vu, c'est oh là là, c'est fabuleux, comment t'as bien fait, des efforts, c'est extra, wow, allez-y. Lâchez-vous dans le superlatif. Donc ça, bon, c'est une monnaie quantifiable, c'est intéressant. Voire même parfois ça peut être une petite surprise, un petit bonbon, un petit morceau de chocolat. Donc bon, savoir dire Abagada, c'est pas mal parce que derrière on fait bravo t'es le plus beau, et en plus j'ai même éventuellement avoir un morceau de chocolat. Bon, ça vaut le coup. Et puis un beau jour je vais réaliser que de Abagada je sais dire bonjour madame, comment allez-vous? C'est pas mal, tiens maintenant je sais. Donc là j'ai ce plaisir lié au fait qu'il y a un résultat très concret par rapport à quelque chose que je n'arrivais pas précédemment. Mais entre ce moment-là et l'arrivée, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le remplisse. Donc le passage du jeu au passage du travail, il n'est pas simple. Parce que le jeu lui-même procure du plaisir, alors que le travail lui-même en tant que tel ne procure pas de plaisir, si ce n'est à travers un éventuel résultat. Donc vous voulez que vos enfants arrivent plus facilement à passer du jeu au travail, il faut que le travail leur donne le bonheur du jeu. C'est quoi? D'abord, une présence, et deuxièmement, une notion de compliment, une notion de valorisation. Ça va être donc un autre élément qui va nous permettre de mieux arriver à passer. Et moi, je comprends parfaitement les enfants qui n'ont pas envie de travailler. Et vous constaterez, après la question, les enfants qui n'ont pas envie de travailler sont généralement les enfants qui voient le travail comme étant un lieu de pesanteur. C'est un lieu de pesanteur. C'est pesant pour eux, c'est difficile. Et ils n'ont même pas la satisfaction d'un plaisir quelconque. Pourquoi vous voulez quitter un univers de rêve pour entrer dans un univers d'obligatoire, sans plaisir et sans résultat? Je suis désolé, moi je les comprends. Je suis complètement d'accord avec eux. Par contre, si l'univers de la mise au travail est un univers dans lequel il y a une notion de plaisir, ne serait-ce qu'à travers le fait que la présence parentale peut être là à mes côtés, parce qu'il y a du compliment ou autre chose, alors là, ça vaut le coup. Là, en effet, je suis prêt à le faire, et à ce moment-là, l'enfant commence et s'implique et peut passer de l'un à l'autre. Ça va être donc un autre élément. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus loin. Et ce que je voudrais, c'est réfléchir sur le jeu, jusqu'à quand un enfant joue. Et est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là ou pas? Ce qui est très intéressant, c'est de constater que les enfants, à un moment, chez nous, arrêtent de jouer. Pourquoi? Eh bien, ils arrêtent de jouer parce qu'on est aujourd'hui, dans notre époque, dans un univers dans lequel ils n'ont quasiment plus de jeux, si ce n'est ceux qu'on leur a proposé de faire. Et je parle bien entendu ici de tout ce qui a trait au travail de musculation du pouce et de l'index, d'accord? N'est-ce pas? Où là, en effet, là on rentre dans une catégorie, dans un monde dans lequel, tac, 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 c'est ça pour l'instant, pour l'enfant jouer. Jouer pour l'enfant va devenir malheureusement aujourd'hui un cadre dans lequel il s'extrait du monde, il est totalement concentré, donc indifférent au monde qui l'entoure, et centré sur une réalisation
qui va créer chez lui des victoires, etc. Qu'est-ce qui fait que l'enfant aime tellement ça? Pourquoi les enfants aiment? Alors bien sûr, c'est de la couleur, c'est du mouvement, c'est des défis. Je vais me permettre de vous proposer une autre option de lecture. C'est que, aujourd'hui, une des raisons sans doute pour lesquelles les enfants aiment bien ce type de jeu, c'est que ces jeux supplantent les parents dans la capacité d'installer des règles et de s'y tenir. Parce que vous ne pouvez pas négocier avec une PlayStation. C'est impossible. La PlayStation, elle a ses règles. T'as perdu, t'as perdu. Tu peux monter, descendre, chanter, danser. Elle est là. Terminé, terminé. Point à la ligne. Terminé, terminé. Ah, tu vas avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Éventuellement, c'était prévu, mais une fois que tu les épuisais, ça y est, il faut repasser maintenant. C'est autre chose. Et c'est intéressant de voir que si les enfants au passage aiment bien, j'ai l'impression que derrière ça, il y a comme le besoin d'avoir au moins un lieu dans lequel les limites sont respectées, dans lequel la parole est tenue, dans lequel quand on dit au bout de 3 parties, si tu n'as pas gagné, alors il faut que ça soit l'autre, eh bien tu ne peux pas négocier, c'est comme ça. Et de manière indirecte, je pense que les enfants sont dans cette recherche. Les enfants sont aussi dans ce besoin d'avoir face à quelque chose qui pose des règles et qui tient les règles et qui les assume, et avec lequel on ne peut pas négocier. Ça c'est juste une petite parenthèse que j'avais envie de livrer à votre réflexion, mais j'ai l'impression qu'au fond, il y a quelque part une notion aussi qui se retrouve là-dedans. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous savons très bien que les jeux qu'ont nos jeunes enfants, et je parle des préadolescents, des adolescents, sont de plus en plus des jeux électroniques, clairement. Ce sont des jeux électroniques, ce sont des jeux dans lesquels il y a notion de plus en plus de victoire, de bataille, d'ennemis, et ces notions-là deviennent pour l'enfant du domaine de l'évidence. C'est-à-dire l'enfant introduit via le jeu, l'idée c'est que la vie c'est un grand combat. Il y a des ennemis, il y a des gens à battre, il faut se protéger. Est-ce que quelque part on ne leur donne pas trop tôt une vision de ce qui n'est pas nécessairement la vraie vie? Et si c'est oui, alors à quoi ça sert d'introduire chez eux déjà cette notion qu'ils devront assumer de toute façon par la suite? On est dans un monde aujourd'hui dans lequel les gens n'ont aucun problème à s'abattre les uns les autres. Vous le savez parfaitement. Abattre quelqu'un aujourd'hui ne pose plus aucun problème de conscience. Psychologiquement, moralement, et aussi parfois physiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la génération dans laquelle supprimer l'autre, eh bien, c'est devenu simple, c'est appuyer sur un bouton. Et donc, l'autre n'existe plus, je n'ai pas d'état d'âme. Le drame de notre génération, c'est l'absence de conscience qu'il peut y avoir dans le mal que l'on peut faire à un tiers au moment où on l'atteint. C'est complètement fou. On est dans un univers dans lequel les gens, pour supprimer, c'est faire que l'autre n'existe pas. Alors sur le jeu, c'est juste, il n'existe plus. Mais dans la vraie vie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des attitudes qui sont de plus en plus surprenantes chez les adolescents, qui n'ont pas peur en effet de se supprimer les uns les autres, c'est-à-dire d'être dans des mondes dans lesquels faire du mal à un tiers, dire des choses pas sympas sur lui, l'exclure, ne leur pose aucun problème. Aucun problème. Pourquoi? Et tout simplement, ils se sont alimentés à cela à travers les jeux vidéo. En dehors du fait que les jeux vidéo leur demandent de développer une concentration, et que, ce qui est de manière très surprenante, on le constate, cette concentration qu'ils sont capables, elle n'est liée qu'à la présence d'un mouvement, de son, de couleur, mais s'il n'y a pas en face de cela, ils sont incapables de se concentrer. Je suis intervenu récemment dans une école, et j'ai constaté que les élèves n'avaient pas plus de 7 à 8 minutes de concentration. Au bout d'1 minute, ils décrochent. 8 minutes, ils décrochent. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, mais je ne suis pas un jeu vidéo. Donc, même si à un moment je peux bouger quand je parle, même si à un moment je peux essayer de... Mais à un moment, ce qui est important, c'est quoi? C'est ma parole. Ce qu'elle dit. Et donc, cette concentration par rapport à intégrer une parole et la faire entrer dans le cerveau pour par la suite réfléchir, ne fait plus partie de leur modèle. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui au niveau des écoles. Ça, vous voyez aujourd'hui avec les profs, c'est la panique à bord. C'est-à-dire, ils sont capables de se concentrer sur un jeu, mais ils sont capables de se concentrer sur un mouvement, sur une musique, sur un combat, sur une victoire, sur des défis, mais ça s'arrête là. L'idée de la concentration en tant que telle n'est plus présente. Maintenant,
Je ne vais pas décoder les principes des jeux vidéo, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la force d'un jeu vidéo, c'est de proposer sans arrêt un après, un after, ce qui fait qu'une fois qu'on est rentré dans le système, on n'en sort plus. Ça, il y a des vrais problèmes d'addiction aujourd'hui, au niveau des jeux en ligne. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés en plein en France. Il y a maintenant des thérapeutes qui se spécialisent dans le problème de l'addiction aux jeux vidéo, surtout chez les adolescents. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et là, on va bientôt pénétrer l'univers du jeu, du poker et du reste. Mais sur ce point-là, je vous en supplie, soyez d'une vigilance extrême. C'est-à-dire poser les limites. Règle numéro 1. Si l'enfant a un ordinateur pour avoir des jeux vidéo ou d'autres choses, s'il l'a, ce que je crois qu'il n'est pas une bonne chose, il ne doit pas l'avoir dans sa chambre. Parce que une fois que vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. Pas d'ordinateur dans la chambre d'un enfant. Interdit. Quel qu'il soit. Adolescent, pas adolescent, etc. Et tout. Deuxièmement, dès le début, posez des règles et soyez drastiques. Même s'il hurle, il se roule par terre, il vous insulte, parce qu'ils sont très spécialistes là-dedans, il vous dit tous les mots du monde, sachez que vous vous battez pour son futur. Sachez qu'au fond, aujourd'hui, vous lui rendez le plus grand service du monde en lui posant des limites et en l'empêchant de les transgresser. Et je comprends, c'est terriblement attractif, il ne veut pas se s'en séparer. Au contraire, si l'enfant ne veut pas, c'est là où il est déjà pris dans le piège. Donc il faut surtout à ce moment-là tout faire pour que ça n'aille pas plus loin. Ne vous dites pas, allez, c'est pas grave. Et pourtant, parfois c'est très agréable parce qu'ils sont avec leurs jeux vidéo, et pour nos parents c'est agréable, ils sont tranquilles, ils sont occupés, et nous on vit notre vie. L'autre soir, moi j'ai mon ordinateur à la maison, c'est un ordinateur portable, et puis à un moment j'entends mes enfants super calmes, bizarre, et je l'avais vu. Il m'a demandé est-ce qu'il pouvait faire un problème de maths sur un truc avec un logiciel sur l'ordinateur, il n'y avait pas de problème, donc il avait fait sans problème. Et après, un copain de classe lui avait donné l'adresse d'un site sur lequel il y a des petits jeux, mais des petits jeux, vous savez, des voitures, vroom, vroom, comme ça. Et je voyais, comme ça. J'ai dit, oh, end. Bon, il n'en a pas de manière générale. Mais tout de suite, complètement dedans. Et c'est très agréable pour moi. Il est calme, je suis tranquille. Ma femme est à la maison, on peut bavarder tranquillement. Ah bah oui. Et donc, on a tous envie, moi en tête, de céder à la facilité. C'est normal. On aime la facilité. Et c'est là on dit, niet, c'est pas dans le domaine du possible. Il n'y a pas de possibilité de tomber dans cette facilité. Ce n'est pas dans le domaine du possible. Il faut donc là-dessus être extrêmement vigilant et rigoureux. Il en va véritablement de leur santé, il en va de tout ce qui a trait à leur construction future, et je ne parle même pas du principe de la réussite au niveau de leurs études. Maintenant, on va passer, si vous le voulez, à un autre stade, qui est donc celui des jeux, mais du jeu, d'accord? Le jeu avec poker et autres ambiances du même genre, puisqu'il y avait quand même une carte de poker, de bataille, hein, de rami d'ailleurs, hein, de bridge, sur l'affiche, donc il va bien falloir qu'on en parle aussi un petit peu. Donc comment ça fonctionne cette histoire de poker? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut gérer cela? Tout d'abord, la Gemara nous dit que celui qui joue à des jeux d'argent n'est pas apte à être témoin. Il ne peut pas être témoin. Comme ça au moins c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on considère Enoosek B'Yishuv Shel Olam, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité de l'existence. Pourquoi? Parce que jouer aux cartes et gagner de l'argent avec, eh bien, c'est ne plus donner de la valeur aux choses. Pourquoi? Parce que quand je joue aux cartes, eh bien, je vais gagner de l'argent, parce que tout simplement, j'ai réussi à voir, alors là, j'y connais rien, il y a des choses que je n'ai, mais ça, je connais. J'ai eu 4 as, on va dire, je pense que ça doit être bien. D'accord? J'ai eu la possibilité d'avoir 4 as et j'ai compris que l'autre, parce que je l'ai observé, etc. et tout. Super. Et d'un seul coup, pas j'ai 2000 €, 500 €, 100 €. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste su tirer des bonnes cartes et ne pas donner à l'autre l'impression que j'avais des bonnes cartes. Après, j'ai rien compris. Il y a des histoires de stratégie là-dedans. J'ai demandé une fois qu'on m'explique. Sur le moment, j'avais compris. Mais il faut pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, même pas des choses, pas que de la Torah, hein, mais ça ne passionnait pas. Donc, Tachlis, je ne m'en suis pas rappelé. Donc, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a toute une forme de stratégie là-dedans, très intéressante.
analyser le truc, lui faire croire, ne pas lui faire croire, etc. Tu n'es pas dans la réalité du monde. La réalité du monde, c'est que pour pouvoir avoir, il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie, il faut investir de la matière grise, il faut investir ton corps, il faut faire des choses, et après ça produit, ça amène. Vous voyez, quelqu'un qui fait du conseil, oui, mais le conseil, il a fait des études pendant des années, il a appris à analyser des choses, etc. Il y a une vraie, il y a quelque chose qui est là. Là, c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est que le problème de celui qui va commencer à jouer, au bout d'un moment, la réalité du monde, elle n'est plus totalement exacte pour lui. C'est-à-dire, pour lui, c'est 2 clics s'il joue par Internet, et puis brusquement, il a gagné 500 €. Donc, au fond, les choses n'ont plus de valeur. C'est ça le premier problème. Avant de rentrer dans les problèmes d'addiction, c'est le problème de ne plus donner aux choses leur valeur. Parce que c'est tellement facile. Puisque c'est quelque chose qui, a priori, on rentre ce soir, on s'installe, et rares sont les personnes qui peuvent dire, voilà, je rentre, je me mets devant un ordinateur, et je vais peut-être gagner 5 000 €. Pourquoi? Ou je m'assois avec des copains, on va avoir des cartes, et je suis rentré ici avec 100 €, je sors d'ici avec 1 500 €. C'est puissant. Moi, j'amène mes livres, je l'ai écrit, je dois le vendre, je dois un truc, je dois un machin, etc., et on l'achète, là, c'est comme ça. C'est curieux. Donc on n'est plus dans la réalité des choses. Et c'est ça le vrai problème. C'est que quand on ne donne plus aux choses leur valeur, au bout d'un moment, eh bien, c'est pas juste sur l'argent qu'on ne donne pas de valeur, mais c'est sur beaucoup d'autres choses que la valeur commence à se perdre. Et c'est là où, en effet, nous sommes dans le danger du jeu. Le danger du jeu chez les enfants, donc ces jeux du type poker et autres, vont être, pas juste parce que ça va leur prendre du temps, de l'énergie ou de l'argent, mais parce qu'à un moment, ils sont déconnectés d'une certaine forme de réalité. Il y a certaines choses qu'ils n'arriveront plus à percevoir comme elles se doivent être. Et c'est en cela où, en effet, les choses commencent à être dangereuses. Comment fait-on pour faire en telle sorte que nos enfants ne rentrent pas dans l'univers du jeu? Comment fait-on pour que ce soit quelque chose qui ne les fasse pas rentrer dans une certaine forme de spirale? Tout d'abord, la meilleure manière, c'est de ne pas les faire pénétrer. Donc, aujourd'hui, des jeux comme le poker ou autre, on va dire, mais non, ça va, c'est pour rire, on joue ensemble. C'est pas vrai, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'il y a des objets qui représentent, il y a des objets symboliques. Ah, chez nous à la maison, ce serait qu'un billet de 500 €. Non, ce sera avec des petites choses comme ça, des petits ronds. Mais bon, mais ça pourrait être quelque chose qui vaut plus. Ah, vous allez me dire, le Monopoly, c'est pas la même chose. Monopoly, il t'achète l'avenue Henri Martin, Bono Chalola. Sur une carte, Henri Martin, 500. L'enfant sait très bien que c'est pas transposable. Ça n'a aucun rapport. Par contre, ce truc-là, il est transposable, et ce petit truc-là, qui n'est qu'un morceau de plastique, pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus palpable et de beaucoup plus concret, avec exactement le même système, les mêmes cartes, il faut juste que je change, que j'aille tirer au distributeur et que brusquement, ce qui n'était qu'un petit morceau de papier coloré devienne un billet de banque, et là, ça y est, je suis dedans. Donc, c'est pas anodin. Et comme c'est pas anodin, on n'y pénètre pas. Clairement, je crois que vous allez dire, mais ça va pas exagérer. Vous avez raison. Il y a sûrement des enfants qui ont joué au poker à la maison avec des petits jeux comme ça, et qui n'ont pas été plus loin et qui sont arrêtés. Ils sont rares, mais ça existe. Mais pourquoi prendre le risque? À quoi ça sert? On est en train ici de prendre un risque inutile. Il y a tellement d'autres choses qu'ils peuvent faire. Donc déjà, nous-mêmes en tant que parents, bloquer la pénétration de cela à la maison. Ça, c'est déjà un premier point. Bien sûr, a fortiori, faire en telle sorte que sur Internet aussi, il n'ait pas droit d'accès, pas droit de visite à cela. Pourquoi? Parce que comme ce sont des gestes faciles, comme ce sont des gestes qui n'exigent pas de notre part beaucoup d'implication, donc on les vit comme étant un jeu, mais c'est bien plus qu'un jeu, c'est ça le problème. C'est juste aller en clic, c'est juste un petit truc, c'est comme ça, et puis après c'est bon. Maintenant, bien sûr, il y a des exemples, symboles, qui font rêver les enfants, qui font rêver les adolescents, qui font rêver parfois les adultes,
Et je vous rappelle qu'un jeu comme le poker, c'est quoi? C'est tout le problème de ce que j'appellerais le raccourci. Il y a un maître, j'aime beaucoup raconter cette histoire, qui s'appelle Orav Eliashiv, qui a, maintenant je pense il doit avoir 100 ans, voire même plus, quand son arrière, enfin un petit-fils, un arrière-petit-fils, un arrière-arrière-petit-fils, son arrière-arrière-petit-fils, enfin quand la 6e génération est arrivée, 5e ou 6e, d'accord, il a survécu, enfant unique à la Shoah, seul. Il a aujourd'hui en descendant direct plus de 1000 descendants directs. Impressionnant. Donc, quand il y a eu donc son arrière-arrière, je ne sais pas combienième, le premier petit-fils qui est né, alors son arrière-arrière-petit-fils est venu le voir pour lui dire d'être le sandak qui voulait qu'il soit celui qui tienne l'enfant sur les genoux au moment de la Brit Mila. Vous imaginez, quel bonheur. Il lui a dit qu'il ne savait pas s'il pourrait venir, il se déplacer, il ne savait pas. Il dit viens me revoir, en 2-3 jours je te dirai. Donc l'arrière-arrière-petit-fils est revenu voir donc l'arrière-arrière-grand-père pour lui dire voilà, il y a la Brit Mila, est-ce que tu es prêt à venir sandak? Et il dit je ne sais pas trop. Alors son arrière-arrière-petit-fils lui a donné un argument. Il lui a dit non mais tu sais, c'est marqué dans les livres que celui qui a eu le mérite de tenir son arrière-arrière-petit-fils sur les genoux au moment de sa Brit Mila, après 120 ans c'est sûr qu'il ira dans le Gan Eden. Bon, Rabbi Eliashiv n'avait pas besoin de ça, mais il dit genre l'argument supplémentaire. C'est un billet d'entrée automatique pour après 120 ans le Gan Eden. C'est ce qu'il a répondu ce maître. Dans ma vie, j'ai jamais pris les raccourcis. J'ai pas pris de raccourcis. Et ça, c'est un raccourci. Le problème des jeux qui touchent à un moment à l'argent, c'est le désir que l'on a d'être dans des raccourcis. Et c'est tellement plus confortable. Vient un raccourci de gagner, mais aussi parfois de perdre. Et comme nous avons envie d'arriver rapidement à un résultat, donc nous sommes prêts à tenter cela, et nous ne voyons pas en quoi c'est quelque chose qui est complètement déstructurant. Mais ce n'est pas juste par rapport à l'argent, c'est de manière générale. Les gens aujourd'hui adorent arriver à un objectif et pensent que ce qui est essentiel, c'est d'accéder à l'objectif. Alors que pour la Torah, ce n'est pas comme ça. Ce qui apporte le plus, ce n'est pas d'avoir atteint l'objectif, mais c'est le chemin que tu as dû emprunter pour l'atteindre. C'est le chemin que l'on prend pour atteindre une chose qui nous construit. Mais ce n'est pas le fait qu'on y soit arrivé. Parce que c'est tous les efforts, toutes les ressources qu'on a dû mobiliser, toutes les énergies qu'on a dû mettre en place, c'est ça qui, au fond, nous construit. C'est ça qui fait qu'on est un être différent. Accéder au résultat, bon, il y aura résultat, il n'y aura pas résultat, super, Mazal Tov. Mais qu'est-ce qui nous a transformés? C'est le chemin. Des jeux de ce type introduisent chez l'enfant et chez l'adulte le désir d'être dans le raccourci, c'est-à-dire nous apprennent à switcher et leur apprennent à switcher avec une notion capitale qui est celle de l'effort. Qui est celle de l'effort. On ne veut plus faire d'effort. On veut être dans la rapidité, on veut être dans l'instantané, on veut être dans le résultat immédiat. Et donc tous les systèmes qui nous permettront d'y accéder sont bons pour nous. Or, rappelons-nous qu'à l'âge où les ados commencent à jouer à ce genre de jeu, c'est l'âge dans lequel pour eux la dimension et la notion d'effort est la plus difficile à intégrer. Parce que nous aussi en tant qu'adultes, on fait des efforts, j'ose espérer, mais vous, je ne sais pas, mais moi je suis un peu paresseux quand même. Je ne suis pas obligé de faire d'efforts. Et pourtant, c'est fondamental. Et on sait très bien que, plus que cela, le véritable plaisir que l'on a dans l'existence, c'est quand nos efforts ont produit quelque chose. C'est ça qui nous donne le véritable plaisir. Ce n'est pas l'aboutissement, c'est le fait qu'on réalise que tout ce qu'on a réussi nous a apporté à quelque chose. Regardez, si un jour vous faites de l'alpinisme, ben je vais vous donner pas nécessaire même de faire de l'alpinisme. Faites de la marche en haute montagne. D'accord? Un peu compliqué. Et faites-vous déposer par hélicoptère, là vous êtes arrivé au bout de 7 heures de marche. C'est pas le même sentiment. C'est pas le même sentiment. Fais-toi déposer en hélicoptère à 3200 mètres, tu vas arriver, tu es très content, tu vois le paysage. Grimpe pendant 7 heures pour arriver à 3200 mètres, tu vas voir comment tu es haut quand tu es haut. Pourquoi? Parce que c'est pas le lieu qui te donne le vrai bonheur. C'est le fait de réaliser que tu as réussi à y accéder à travers le fait que tu t'es battu. Le fait que tu t'es dépassé. Et c'est ça qui nous remplit. Et c'est ça qui nous construit. Et c'est ça que nos enfants ont besoin. C'est ça qui va les remplir. Pourquoi ils sont aujourd'hui tellement dans la pauvre génération? Parce que malheureusement, le bonheur lié à la notion d'effort a disparu. Je vous donne un exemple très simple.
Un truc qui n'a aucun rapport, mais aujourd'hui, est-ce qu'un enfant va à la bibliothèque? Non. Un enfant va sur Internet pour aller prendre les documents dont il va avoir besoin. Non. Tu vas à la bibliothèque et tu les cherches. Et tu vas voir que le rapport que tu auras avec ce que tu vas produire, avec ces documents, ne sera pas du tout le même. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas été dans la facilité. Ah, je dois avoir des documents, tac, tac, des copier-coller, etc. et tout. Moi, je vois, au niveau de bonheur d'avoir des enfants, les enfants ont besoin parfois de faire des exposés, de présenter des trucs pour le bac, etc. et tout. Tu vas à la bibliothèque. Tu vas à la bibliothèque. Tu vas et tu cherches le livre machin et le deuxième livre et tu le prends et tu le ramènes et tu le portes et tu photocopies la page et tu le ramènes, etc. etc. Mais je mets dans Google moteur de recherche, tac, 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 pip, 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 boum, ça sort. Mazal tov. Génial. Mais non. Non. Ah, mais ça va. La différence, elle est énorme. Nous, on croit que, parce que là, il y a une solution de facilité. Et on a tous tendance, moins en tête, à vouloir choisir les solutions de facilité. C'est normal. Or, qu'est-ce qui va le construire, l'enfant? C'est de ne pas choisir des solutions de facilité. Parce que pour lui, l'effort ne fera plus peur. Parce qu'il en a goûté le bonheur. Et quand vous avez goûté le bonheur de ce que peut produire l'effort, il ne vous fait plus peur. Et dans ce cas-là, vous êtes prêt, vous pouvez engager, vous pouvez avancer. Et c'est ça, au fond, qui nous donne par la suite le désir et l'envie de progresser de manière générale dans l'existence. Donc derrière ça, il n'y a pas juste le problème de l'enfant qui va jouer au poker avec le problème de l'argent, le problème de ce que vous voulez. Il y a aussi toute une démarche au niveau de sa construction en tant que lui, qui va être capitale, qui va être fondamentale. Dernier élément sur la notion du jeu, et après on va passer, si vous voulez bien, aux questions. Je voudrais parler de tout ce qui a trait aux nouveaux jeux qui sont les jeux dangereux. C'est-à-dire aujourd'hui, en Israël ça existe depuis un certain temps, en France c'est en train de s'introduire, les jeux dangereux. C'est quelque chose qui malheureusement est de plus en plus présent. Alors en Israël ça vous donne quoi? Ça vous donne un truc, vous laissez le cartable au milieu de la route et une voiture arrive et le plus fort c'est celui qui arrive à le prendre en dernier, le cartable. C'est-à-dire qu'il va se faire effleurer par la voiture. C'est ça le jeu. En Israël, ça crée des drames. Malheureusement, ça crée des drames, de vrais drames. Je ne sais pas où ça a démarré. En tout cas, en Israël, c'est là. Si. En Israël, il y en a beaucoup, puisque c'est en Israël donc où j'ai été confronté à ça. Et c'est vrai que cette idée-là du jeu, qui au fond est quoi? Est ce désir de flirter sans arrêt avec le danger. Pourquoi un enfant flirte avec le danger? Pourquoi est-ce qu'il aime être parfois se retrouver dans une forme de limite? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Il faut essayer de comprendre. En vérité, quelqu'un qui flirte avec le danger, c'est quelqu'un qui a l'impression de vivre qu'à partir du moment où il a eu peur de ne plus vivre. Ça veut dire que sa vie n'a pas de sens. Un enfant qui a besoin de réaliser qu'il aurait pu ne plus vivre et qui vit quand même, alors là, il sent la vibration de la vie. Mais on n'a pas besoin d'avoir l'impression qu'on a failli la perdre pour pouvoir en vivre la beauté. Et je crois que quand on fait le constat que, sûrement pas chez vous, j'en suis sûr et je l'espère profondément, certains enfants sont dans des jeux qui sont un peu limites au niveau du danger, il faut se poser la question de savoir, mais est-ce que pour eux la vie, ça les fait vibrer en tant que tel? Est-ce que pour eux, ça les remplit? Est-ce que pour eux, c'est quelque chose qui leur apporte une véritable joie? Dernier élément au niveau du jeu, c'est ce qu'on appellerait les jeux collectifs. Les jeux collectifs sont extrêmement structurants, ils sont fondamentaux. Avec ceci de particulier, c'est qu'ils peuvent être extrêmement cruels pour des enfants qui n'ont pas les capacités et qui n'arrivent pas à s'inscrire à l'intérieur du collectif. Je parle par exemple du football, je parle de tous ces sports d'équipe dans lesquels celui qui n'est pas le bon équipier sera celui qui attendra avec un peu d'angoisse quelle est l'équipe qui voudra bien le prendre parmi lui. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas simple. Vous avez des enfants qui ne sont pas doués. Ils ne sont pas doués, ils sont un peu gauches, pour mille et une raisons. Ils sont adorables, ils sont bourrés de qualité, mais ce n'est pas des spécialistes du ballon rond, par exemple. Ils s'empêtrent un peu les pédales. Donc, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être vigilants
et savoir si, quand dans le cadre scolaire ou dans d'autres cadres, les enfants sont dans des jeux d'équipe, comment nos enfants sont intégrés à l'intérieur de ça, s'ils ne se sentent pas à un moment soit désignés du doigt, ou alors un petit peu mis en retrait de par leur incapacité. C'est là où, en effet, si on s'en rend compte, il faut leur apprendre deux choses. Première chose, leur dire, et alors, c'est pas une mitzvah d'être doué pour tout. Leur apprendre à accepter ça. Et alors? Très bien, t'es pas... Et alors, tu sais pas courir le plus vite du monde avec une balle au bout des pieds et passer 3 copains pour pouvoir mettre un but. Et alors? C'est-à-dire d'abord casser l'idée que c'est pas bien, que c'est un échec. Pardonne-moi. Alors, très bien. Ça, c'est pas ton truc. Et alors, c'est où le problème? Maintenant, bien sûr que derrière, il va falloir lui apprendre à gérer la cruauté du groupe, et j'ai bien la cruauté du groupe, qui parfois, avec des mots, peut faire beaucoup de mal à un enfant, et par la suite générer chez lui des troubles. Ça peut se passer. Et patate, espèce d'abruti, ouais, t'es nul, mais encore toi, à cause de toi on a perdu, etc. Un enfant peut vivre ça de manière difficile. Là-dessus, il faut avoir une forme de vigilance. Si vous vous rendez compte qu'un enfant n'est pas dans une super assiette, enquêtez parfois de la manière dont ça se passe dans la cour de récré au moment où ils organisent des sports d'équipe. Ça peut ne pas être inintéressant. Et à ce moment-là, j'ai pas de solution à vous proposer. Soit le cadre scolaire peut intervenir pour que ce modèle de fonctionnement ne soit plus présent à l'intérieur du groupe enfant, ou alors l'amener peut-être à se tourner vers un autre groupe, parce que c'est pas simple, surtout quand un enfant est relativement petit, d'accepter à un moment d'être désigné du droit et d'être celui qui en effet va être à l'origine de quelque chose qui peut être une forme d'échec. Ne soyez pas peiné pour lui, ne soyez pas angoissé pour lui, il fait ses premières expériences de vie, il fait en effet les expériences que dans la vie vous avez rencontré parfois des gens méchants, cruels, mauvais, durs, pas gentils. Malheureusement ça existe. La méchanceté, la vraie, quoi. Faire du mal à l'autre, stam, comme ça, pour le plaisir. On veut lui faire du mal, ou alors on trouvera toujours des justifications au mal qu'on veut faire l'autre. L'autre n'a pas été ce que je voulais, l'autre n'a pas fait quelque chose, l'autre a fait ceci, donc je lui fais du mal, je le descends, je le détruis. C'est notre génération. Et après on se dit, ma chère n'est pas là. Et après on se dit, il y a des catastrophes dans le pays d'Israël. Ah, c'est malheureusement ça, aujourd'hui. Bon, il faut l'apprendre à l'enfant à l'accepter, il faut l'apprendre à gérer. Autre point, les jeux que l'enfant voit dans la télé, s'il a une télé, parce que c'est pas une mitzvah d'en avoir. On a demandé un jour à Rosh Hashiva qu'est-ce qu'il pensait du football. Il a dit qu'il pensait du football le plus grand bien. Tant que la balle reste dans les pieds et ne monte pas à la tête. Ça veut dire qu'un enfant à un moment soit intéressé par le football parce que son papa aime le football, etc. et tout, why not? Qu'il a envie de voir un match, bravo, va ton match. Mais il ne faut pas que ça remplisse sa tête. Il ne faut pas que ça devienne des sujets de conversation. Ah, t'as envie de parler de la main de l'autre bonhomme, parle-en. Mais 2 minutes. Ça s'arrête là. Ça va plus loin. C'est pas une mitzvah de l'inviter à notre table de Shabbat et d'en parler pendant une demi-heure. On invite l'équipe de France à notre table de Shabbat, imaginez un peu. Et on les installe. Les bonnes Shabbat. Ça, c'est la manière dont nous on se positionne en tant que parents. Dans le regard que l'on va avoir sur ces jeux de masse, qui va amener l'enfant à poser son propre regard. C'est-à-dire, il va voir que, au fond, ça ne vaut pas la peine d'y investir du temps, de l'énergie, et surtout une projection de nous-mêmes via la réussite des autres. Il vaut mieux avoir ses propres réussites. Au passage, il n'est pas intéressant de voir que les univers dans lesquels la réussite d'une équipe est fondamentale, c'est parce que justement ce sont des univers dans lesquels nos propres réussites n'étant pas au rendez-vous, alors il faut bien qu'on réussisse via la réussite d'un tiers, et ça c'est encore un autre sujet. Voilà quelques points de réflexion sur la notion du jeu. Si vous le voulez bien, on se prend quelques minutes pour vos questions. C'est à vous, je vous écoute. Questions? Oui. Aussi, hein, nous, les parents. Donc, c'est quoi le problème? Finalement, c'est aussi peut-être une évolution dans ce qu'on demande à l'enfant, qu'il faut essayer de chercher ce que
une recherche, une réflexion par rapport à ce qu'il va trouver. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas. Le problème, c'est que c'est totalement absent. Force est de constater. Vous savez, c'est comme quand il y a eu Internet, etc. On va dire les enfants vont avoir plus de culture, plus de connaissances, plus de savoir, mais c'est faux. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, non, mais on va le faire, nous. Concrètement, on voit bien que non. C'est ça la difficulté, elle est où? C'est que vous, peut-être en tant que maman, vous savez avec vos enfants vous asseoir, taper sur le moteur, dire non, ça tu vois, c'est pas intéressant, ça c'est intéressant, ça oui, ça non, etc. Vous allez peut-être le faire vous de manière personnelle, mais de manière générale, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un savoir qu'on leur transmet à travers Internet, mais c'est plutôt des compétences, à savoir synthétiser, savoir trier, savoir. Donc c'est d'autres types de compétences que le savoir pur. C'est vrai, mais concrètement, est-ce que ça se fait? Et avant, comment est-ce qu'on le mettait en place? Comment est-ce qu'on le mettait en place? Pardonnez-moi, je crois, pour avoir un certain nombre d'enfants qui ont passé leur bac, certains font des études, ont fait la yeshiva, je réalisais qu'au fond, l'apport réel qu'avait Internet dans la structuration de l'enfant et dans ses capacités cognitives n'était pas énorme, loin s'en faut. Et qu'on n'est pas obligé. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans la génération Facebook, on a la génération du portable. Pour un enfant, faire disparaître quelqu'un ne pose aucun problème, c'est juste un clic. Je discutais avec l'autre, j'ai appuyé sur le clic, le texte n'est plus là. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le zapping de l'autre en appuyant sur un bouton. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas peur de faire disparaître quelqu'un? Pourquoi les gens n'ont pas peur de faire du lachon hara? Parce que zapper sur quelqu'un, ça ne pose aucun problème. Tac, on appuie, il n'est plus la shalom elistal. Comment s'habituer? Ça ne nous pose plus de problème. On base et on passe à autre chose. C'est intéressant. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne l'exemple du portable. C'est quoi le problème du portable? C'est l'incapacité de gérer la frustration du manque. Parce que tout simplement, mes parents, potentiellement, je peux toujours les avoir. Ma mère a son portable, mon père a son portable et j'ai mon portable. Donc si j'ai envie de parler à ma mère, je peux le faire à chaque moment. Si je veux parler à mon père, je peux le faire à chaque moment. Je peux leur demander, je peux être en lien. C'est-à-dire, c'est la gestion de la distance qui pose problème. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Il ne faut pas. Il y a des parents que, je me rappelle quand nos enfants partaient en classe verte, les gens disent, alors ils vous ont appelé vos enfants? J'ai dit non. Quoi? J'ai dit écoutez, soit c'était nécessaire qu'ils nous appellent, parce qu'il a oublié 3 paires de chaussettes et comment je fais, mais si il ne nous appelle pas, c'est qu'il n'a pas de raison de nous appeler. Alors pourquoi il devrait m'appeler? Pourquoi il devrait m'appeler au fond? Pour me dire tout va bien, mais si ça démarre Rahman al-Islam, on m'aurait dit. Et s'il y avait un souci, il m'aurait appelé pour me le dire. Donc, il n'y a pas de nécessité. Appelle-moi en disant, n'oubliez pas de nous appeler. Mais pourquoi? Il n'y a aucun problème. Mais attendez, il y a 15 ans, comment ça se passait? Quand nous, on partait en colo, il n'y avait pas le téléphone. Après qu'on téléphonait, il y a 25 ans qu'on partait en colo, 30 ans. Non, on écrivait une lettre. On écrivait la carte obligatoire. Cher papa, chère maman, nous sommes bien arrivés, nous sommes très contents, il fait très beau, je vous fais un gros bisou, et on envoyait la lettre. Le shalom à l'Israël. Et on vivait notre vie. C'est l'évolution du temps. Et concrètement, j'ai pas l'impression qu'on a vécu des traumatismes majeurs, et que quelque part, il y a eu un problème de l'altération du lien. C'est la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un principe d'acceptation d'une réalité, nous essayons a posteriori de la justifier en trouvant des événements, des éléments positifs, alors que concrètement, est-ce qu'il y a, regardez, est-ce que le lien par enfant est plus fort? Est-ce que le contact est plus vrai? Est-ce qu'il y a une parole entre les parents et les enfants? Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à parler via quelque chose. Donc le regard n'est plus là. Il n'y a plus de regard. On parle sans regarder. Or, vous connaissez l'importance du regard. On parle via un tiers. Non. Les gens ne communiquent plus. Les gens ne se regardent plus. Les émotions, ça passe à travers le regard, à travers l'observation de l'autre. C'est difficile parce que la Torah nous oblige systématiquement de poser et de prendre du recul par rapport aux nouvelles choses. Elle ne les interdit pas. J'ai mon portable et j'ai Internet. Et j'ai même des sites Internet. Parce que quelque part, si c'est là, c'est que ça doit bien avoir une fonction. Mais elle doit être gérée avec intelligence. Et c'est là où, en effet, est-ce que l'enfant est capable? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Donc, c'est là où, en effet, il y a un vrai travail à faire à notre niveau. Je ne suis pas dans la condamnation. Je ne suis pas dans le bien, le mal, c'est pas bien, vous allez voir. Non, pas du tout. J'essaie juste d'éveiller une réflexion par rapport à ça. Après, chacun se définit de la manière dont il le comprend. Oui, autre question?
cachers. Les portables cachers. Oui, il appelle ça portable cachère. Et ça- Il faut quand même savoir que c'est soi-disant portable cachère. Mais c'est le même problème. Nos enfants, Ils savent. c'est pas l'explication du portable autre chose. Il faut savoir qu'avec notre regard et ce que l'on a appris, notre logique en tant que parents et celle des enfants est totalement différente. Je m'étais jamais imaginé que quand il prend le portable, il enlève la puce, il peut faire tous les jeux du monde. Oui, c'est sûr. En dehors de Mais ça. nous, on ne savait pas. Donc on apprend des choses parce qu'on l'a découvert. Donc le problème qui se pose avec les technologies, il faut savoir les utiliser, c'est important. Le problème, c'est que nous, en tant que parents, on n'a pas été formés à ces technologies parce qu'on n'a pas la même mentalité que nos enfants. Alors, nos enfants, ceci, ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'abord sont très curieux, découvrent très vite, savent très très bien switcher les choses. Mais moi, je ne parle même pas du jeu. Moi, je parle tout simplement de ce besoin d'être dans une possibilité de contact permanent. Vous savez, on dit non, mais il ne peut pas appeler tout le monde, mais il y a 3 numéros, il peut contacter de manière permanente. C'est ça, au fond, qui introduit, et là, je vous le dis maintenant, et je vous assure, hein, dans 2-3 ans, ça sera une problématique qui sera posée en psy, hein, c'est-à-dire c'est juste une question de temps. Nous, on essaye juste de jouer un coup d'avance. Mais c'est en train d'arriver, mais pour moi, ça y est, on est dedans, et de toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. Donc on peut juste éventuellement préserver un maximum nos propres enfants. Mais au niveau de l'état d'esprit général, c'est comme ça. Oui. Le portable ou Internet ou autre, Oui. même le jeu sur les enfants, c'est pas l'objet en soi, c'est juste l'utilisation qu'on en fait. Oui. Bah, l'objet, c'est rien, c'est un morceau de... Ouais, non, parce que ce que vous dites, c'est vrai. Enfin, je suis pas bon d'accord, mais ça peut être pris carrément à l'inverse. Si on éduque l'enfant, si on lui apprend comment l'utiliser, si on lui dit que le portable, ça peut être nécessaire dans certains cas. Il apprend à l'utiliser. D'accord, Parce que j'entends. je veux dire, comme Internet. Alors je vais te poser la question, je vais me permettre de vous poser la question. Est-ce que vous donnez à vos enfants une boîte d'allumettes? Non. Non, non. Pourquoi? Pourtant, une allumette, ça peut être intéressant parce que ça peut allumer du feu qui lui-même peut réchauffer ou allumer la gazinière. Et pourtant, je lui donne. C'est là où je ne suis pas sûr. C'est là où je ne suis pas sûr. C'est là où je ne suis pas sûr. Parce que, je vais vous dire, un enfant qui a grandi sans portable, c'est un enfant qui constate qu'on peut vivre sans portable. Et qu'au fond, il va grandir sans. Et il réalise que si de temps en temps il a vraiment besoin de nous appeler, il a une carte téléphonique qui peut nous appeler. Et puis voilà. Et puis généralement, il est où? Il est à l'école ou sur le chemin de retour. Et si il avait un vrai souci, il trouvera toujours un tiers, comme il aurait pu aller à l'époque dans un magasin que je peux téléphoner à ma mère, un tiers qui aura un portable, etc. Donc je ne suis pas en train, ne vous sentez pas coupable d'avoir donné un portable à vos enfants. Mais l'idée, c'est que je ne crois pas que ça vaut la peine de leur dire tiens, je te le donne et tu vas apprendre à t'en servir, parce que pour l'enfant, ça devient une forme d'objet nécessaire. Moi, ce que j'ai envie d'introduire, c'est l'idée qu'au fond, ce n'est pas quelque chose qui, pour l'instant, dans sa vie, va lui être nécessaire, même si ça peut être un plus, même si ça peut être quelque chose qui est du domaine du sympathique, parce qu'au fond, ça crée une certaine forme de facilité. Et idem, par la suite, au niveau du reste et d'Internet de toute la... Je me suis juste mal exprimé. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne donnerai pas de portable à mes enfants quand ils sont petits, mais même plus tard, je ne les donnerai pas avant un certain âge. Pareil pour Internet. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on peut par contre leur apprendre. On leur apprend. On verra. Il y a un copain qui va... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas leur donner, mais leur apprendre. Oui, on peut leur apprendre. Maintenant, pourquoi votre voisin derrière vous a dit on verra? Je sais pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il l'a dit. Parce que lui, il connaît peut-être et ce qu'on appelle la pression du groupe. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que nous, on peut avoir des certitudes et on est totalement convaincus. Mais parfois, il y a une pression du groupe qui est telle que l'enfant se sent complètement exclu et que, à partir de là, le problème c'est où on va poser la limite. C'est ça qui va être très compliqué parce que tu as une adresse email, tu es sur Facebook, tu es sur MSN, à un moment c'est quoi la suite? C'est-à-dire c'est next, 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 next. Et mais attendez, est-ce que
C'est la question que je vous pose. Alors, si maintenant, alors très bien, on ne peut pas, ils l'ont tous. Très bien. Alors, pardonnez-moi. Moi, je vais vous poser une question. Vous n'avez pas MSN à la maison, vous n'avez pas Facebook, vous n'avez pas les messageries instantanées, rien. D'accord? Votre enfant, vous le voyez avec votre bon vieux téléphone en bakélite noir. Il a là. Allô, bonjour, comment tu vas? Ça va, c'est sympa? Il raccroche. Allô, bonjour, alors quoi de neuf, comment t'es rentré? Allô, bonjour, vous dites, oh, il est en train de devenir dingue. Or, c'est ce qu'il est en train de faire dans son ordinateur. Il est en train de dire, salut, comment t'es rentré, comment ça s'est passé, alors truc machin, à 5 personnes en parallèle. S'il faisait qu'un téléphone, il dit, oh, on se calme. Mais là, on dit, vas-y. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si à un moment, il n'y avait pas l'objet et la technologie qui permettait de faire ça, vous savez ce que ça donne après? Mais est-ce que vous êtes obligé, en tant que parent, de tomber dans le piège? Pardonnez-moi, on est ici face à des enjeux qui sont importants à l'instant T plus 10. On n'est pas ici pour un problème à l'instant T, on est présent à l'instant T pour plus 10. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, il l'a, super, Mazal Tov. Alors, je vous en supplie. De la même manière, alors très bien, il l'a. Alors, je vous en supplie un truc. Une chose, non, une chose. Il l'a, très bien, il l'a. D'accord. Il l'a. L'enfant, le soir, il veut téléphoner. Vous lui donnez combien de temps pour téléphoner? Combien de temps il peut immobiliser votre poste de téléphone? Une demi-heure maximum? Très bien, vous fixez un cadre. Vous fixez un cadre, et ce cadre-là, vous n'en sortez pas. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans cette demi-heure, il parle avec un ou deux copains, point barre. Là, il va parler avec 15 personnes à la fois. C'est-à-dire qu'il parlera avec personne. Il parlera pour ne rien dire. Il va s'habituer à ce que parler, c'est parler pour ne rien dire. Comment ça va, raconte, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parler pour ne rien dire. Mazal Tov, super, on les entraîne. Ok, mais posez des limites. Je vous en supplie, posez des limites. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, aujourd'hui, j'ai ce recul, pardonnez-moi, et à travers l'expérience que j'ai dans les différents cas dans lesquels j'ai évolué. C'est de la folie. L'autre jour, je donnais cours à une classe dans une école. J'avais 90 ados en face de moi, ce qui n'est pas simple à gérer. Mais les 90 ados, sur les 90, vous aviez au moins 50 à 60% qui, pendant que je parlais, comme ça. Officiellement. Ils sont là, mais pourquoi? Besoin maladif de continuer. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire tellement? Rien. Hop, et c'est un rythme. Donc, vous l'avez, il n'y a pas de problème, puisque vous l'avez. Mais dans ce cas-là, posez des cadres. C'est fondamental, c'est structurant. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que ce serait des pathologies qui arriveraient dans quelques années. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les adultes ne savent pas gérer leur portable. Aujourd'hui, on est face au portable qui est intrusif dans la vie d'adulte et qui a complètement révolutionné ce qui était à un moment la notion de territoire. D'intimité du territoire. Territoire du couple, territoire de la famille. Je suis médecin, il y a des gens qui arrivent à répondre au portable pendant la consultation. Bien sûr. Qui est une consultation qui les concerne eux en particulier, n'arrivent pas à se priver et à s'imposer la frustration. Alors imaginez le message qui est passé aux enfants. C'est sûr, c'est évident. On voit que les pathologies, elles existent déjà aujourd'hui. Moi, j'apprends à mes patients à ne pas répondre à tous les coups de fil, parce qu'après, ils ne savent plus quoi en faire de ces coups de fil qui sont arrivés à un moment et qui ont fait intrusion dans leur vie, à un moment où ils n'étaient pas prêts à les accueillir. Et puis à un moment, et puis c'est pas juste pas être prêt à les accueillir, à un moment, il faut savoir, je ne suis pas en permanence disponible. Moi j'ai le problème en tant que rab, les gens appellent, ils ont des questions à poser, donc c'est vrai que je réponds. Mais à un moment, dire aux gens, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent? Non. Alors rappelez-moi dans 2 heures, les gens n'arrivent plus à comprendre. Alors maintenant ils acceptent parce que je leur dis c'est comme ça, donc je réponds parce que parfois j'ai une question, j'ai un problème, il faut, bon, donc c'est votre job. Mais à un moment, la personne, il y a une intrusion. Oui, est-ce que c'est urgent? Non, pardonnez-moi. Et idem, quand on est à la maison, à un moment, il ne faut pas avoir peur de fermer. Si les gens veulent vous trouver, ils vous trouveront. Si les gens ont besoin de vous, ils vous trouveront. Ils arriveront à savoir. C'est sûr. Et c'est vrai que nous, en tant que parents, on donne souvent, malheureusement, un très mauvais exemple. Nos enfants arrivent de l'école et puis brusquement, on prend le portable et quelque part, il n'existe plus. Parce qu'un tiers a décidé de pénétrer notre vie.
Vous savez, c'est comme si un petit peu, voilà, je vous parlais à vous, mesdames, je suis en train de vous tourner vers vous, je vous explique, donc c'est quelque chose de fondamental. Oui, monsieur, vous disiez, elles n'ont pas apprécié. On est d'accord, ça ne se fait pas. J'étais en train de leur parler, et d'un seul coup, je me tourne vers quelqu'un. Et c'est ce que je fais quand je le décroche. Je laisse pénétrer quelqu'un de nouveau. Bon, ça, c'est les réalités auxquelles on est là. C'est sûr que si nous-mêmes, on n'arrive pas à le gérer, c'est difficile d'apprendre à nos enfants à les gérer. Tov, on va arrêter là, au niveau des questions. Oui, dernière question, madame. Comment réagir face à un enfant qui n'accepte pas de faire un jeu? Au jeu, au poker ou au jeu de société? Ben, c'est que l'enfant a surinvesti. Il a quel âge? 5 ans. Donc il est dans l'âge de l'imaginaire. Il a surinvesti ce que représente la victoire. C'est-à-dire pour lui, la victoire, c'est ce qui lui donne conscience qu'il existe. L'échec, c'est au fond, il n'existe plus. Donc c'est un enfant sur lequel il faut beaucoup travailler, à mon sens, sur le fait qu'il existe en tant que tel, et non pas juste à travers ce qu'il réalise. C'est un enfant qui doit ressentir qu'il est aimé pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. Alors, vous l'aimez sûrement de cette manière, mais ce qui est important, c'est ça, qu'est-ce que lui reçoit, hein, pas ce que vous êtes. Il faut essayer de se dire, est-ce que cet enfant arrive à percevoir qu'il est aimé pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. Plus un enfant se sent aimé pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait, moins il a besoin de cette victoire pour être sûr qu'au fond, il va avoir une place et il représentera quelque chose. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre accueil. Vous avez les livres de mon ami Abraham Hamida qui sont à l'extérieur, qui sont passionnants. Pour les personnes qui désirent aussi, je me suis permis d'amener mon ouvrage « Les 4 coups de lait », le développement personnel dans la tradition juive. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses à tout le monde. Et Hatzlacha Rabba. Je voulais juste vous annoncer la prochaine conférence. Donc la prochaine conférence aura lieu le mardi 15